Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée en ce début de semaine. Aujourd'hui, on va parler de son, on va parler d'imprimante, on va parler de NFT, bref, on va parler de beaucoup de sujets qui fâchent. Et on commence tout de suite avec du son et un procès intenté par Sonos il y a 2 ans auprès de Google et bientôt d'Amazon. Les géants de l'internet, oh méga surprise, auraient volé aux constructeurs des technologies et des brevets. Pas moins de 5 seraient utilisés par Google dans la plupart de leurs produits connectés, c'est-à-dire les enceintes Google, mais aussi certains téléphones Pixel, pour notamment régler le volume à distance, synchroniser vos enceintes. Et Sonos a remporté son procès. Google a désormais 60 jours pour mettre ses produits en conformité, c'est-à-dire retirer les technologies qui ont été utilisées sans payer de brevet. Sonos se dit en tout cas prêt à licencier cette technologie un jour Google s'ils veulent bien, même s'ils trouvent que Google a bien eu le temps d'envahir le marché avant de devoir payer les pots cassés et les amendes potentielles. On souhaite bonne chance à Sonos là-dedans, puisque après avoir remporté son match contre Google, il va falloir maintenant s'attaquer aux enceintes connectées Alexa d'Amazon, qui apparemment aussi enfreindrait certains brevets de chez Sonos. On reste un petit peu dans le son et ce coup-ci je vais vous montrer des écouteurs dont les performances je ne les connais pas vraiment, mais l'intérêt ce sont des écouteurs qui sont disponibles en plusieurs coloris pour s'adapter à la carnation de votre peau, au teint de votre peau, et c'est plutôt une bonne idée, un peu comme certaines oreillettes ou certains pansements. Selon votre choix, vous pourrez avoir des écouteurs plus ou moins accordés avec votre peau ou qui peuvent plus ou moins disparaître. C'est une bonne idée pour notamment les personnes qui, contrairement à vous qui regardez cette émission, ne sont pas très technophiles et ne veulent des fois pas trop que l'on voit les technologies qu'ils portent. On reste dans les technologies avec, c'est la fin des news CES, on a à peu près fait le tour ces derniers jours, mais on en avait loupé quelques-unes, donc qui, vous allez voir, est très excitante. C'est une technologie de chez Black & Decker, incroyable. C'est une machine à cocktail, ça s'appelle la BEV, comme beverage en anglais, et incroyable, Black & Decker qui va pouvoir brancher des bouteilles d'alcool classique pour faire vos cocktails en 30 secondes avec des quantités parfaites, un shaking parfait, mais la petite douille potentielle, c'est qu'il va falloir acheter des cartouches, et oui, comme les Nespresso et les imprimantes dont je vais vous parler dans quelques instants. La BEV de chez Black & Decker vous demandera d'acheter des cartouches propriétaires pour qui contiennent en tout cas des ingrédients comme les softs là-dessus, ou peut-être le petit sel de céleri et autres. On n'ose pas imaginer le prix de ces cartouches pour pouvoir faire vos cocktails. J'ai envie de vous dire, autant les faire un petit peu vous-même. Je reviens sur l'histoire de cartouches dans quelques instants avec les imprimantes. Avant, je voulais vous parler de chipsets, de pénurie de chipsets aussi. On commence avec AMD. La bonne nouvelle, c'est que je vous rappelle, AMD a inauguré sa nouvelle plateforme qui s'appelle AM5, qui donc succède à AM4. Voilà, très intéressant. Qui, plus intéressant que ce que je viens de dire, supporte le PCI Express 5.0 et la DDR5. Mais l'intérêt aussi, puisque chez AMD, c'est un des gros points forts, c'est que cette plateforme va durer longtemps. Contrairement à chez Intel qui s'amuse à changer ses plateformes de carte mère et de socket tous les 1 ou 2 ans. Chez AMD, ça dure longtemps et la M4 a duré bien 5 ans, voire plus, parce qu'on est déjà en 2022. Et Lisa Su, la PDG d'AMD, a annoncé et garanti que la plateforme AM5 durerait au moins aussi longtemps que la plateforme M4. Donc bonne nouvelle pour vous qui détestez devoir racheter des nouvelles cartes mères lorsque vous rachetez des nouveaux processeurs. On enchaîne enfin avec les chipsets et donc la pénurie de chipsets avec un article du Wall Street Journal qui a été récupéré par le tweetos Eric Johnsa qui nous explique qu'en fait, pour vous la faire courte, on a une pénurie de semi-conducteurs, mais nous avons également une pénurie des ouvriers, des ouvrières capables de manipuler les machines qui fabriquent ces semi-conducteurs. Nous avons aussi une pénurie de machines qui fabriquent les semi-conducteurs et nous avons carrément une pénurie des personnes capables de concevoir, d'entretenir les machines qui font les semi-conducteurs. Donc je vous rappelle qu'ASML est le leader incontesté des machines qui fabriquent les fameux wafers qui permettent de graver vos transistors préférés. Bref, comme le dit très bien Eric, pénurie de semi-conducteurs, pénurie des machines qui font les semi-conducteurs, pénurie des personnes qui font les semi-conducteurs et pénurie des personnes qui font les machines qui font les semi-conducteurs. Bref, on n'est pas prêt d'en sortir tout de suite. Et justement, en parlant de pénurie de semi-conducteurs, nous avons eu une histoire assez drôle au sens drôle, un peu amer, chez Canon, qui également est victime de la pénurie de semi-conducteurs. Pourquoi ? Parce que Canon, comme beaucoup de fabricants d'imprimantes, met des semi-conducteurs dans ses cartouches d'encre et qui servent de DRM, Digital Right Management, et qui servent surtout à vous empêcher d'utiliser des cartouches de fabricants tiers qui, au hasard, coûtent peut-être moins cher ou au hasard sont peut-être rechargeables. L'histoire un peu drôle, c'est que
Canon a dû vendre des cartouches sans chipset et sans DRM, vu la pénurie. Il fallait bien qu'ils vendent des cartouches à un moment. Et ils ont envoyé à leurs utilisateurs russes et allemands notamment une notice leur expliquant qu'ils allaient mettre la cartouche Canon dans leur imprimante Canon. Ils allaient recevoir un message qui est le même message que vous recevez lorsque vous utilisez des cartouches de fabricants tiers, qui dit attention, cette cartouche ne marche pas bien. Vous dites juste OK et en fait vous utilisez la cartouche. Et c'est globalement tout. Voilà, c'est absolument incroyable. Ça montre bien qu'on est en train de faire peur aux consommateurs avec des chipsets qui servent à rien. On utilise des semi-conducteurs et donc de l'énergie qui ne sert à rien d'autre, qui est d'essayer de bloquer les gens dans des écosystèmes. On est un peu comme dans le pire jour de certaines consoles de jeux vidéo. Et ça va encore plus loin puisque du coup, face à cette réaction des utilisateurs d'imprimantes Canon, on a découvert qu'il y avait des gens qui étaient encore plus mal lotis. C'était apparemment les utilisateurs de certaines imprimantes HP avec des témoignages absolument incroyable, dont un utilisateur qui nous a expliqué que les cartouches d'encre HP sont loquées par région. Vous savez, comme à la grande et triste époque des DVD ou de certains jeux vidéo. Absolument incroyable. Donc cette personne avait acheté des cartouches HP, donc certifiées HP, officielles HP, mais moins chères venant d'un autre pays. Elles n'avaient pas fonctionné du coup dans son imprimante. Réponse lunaire d'un responsable du SAV de chez HP, c'est que, selon lui, il devait faire un region lock sur leurs cartouches d'encre, puisqu'ils avaient des cartouches d'encre différentes selon les régions à cause des différences de climat. Oui, vous avez bien lu, absolument incroyable. Et donc c'est bien pour ça que cette personne ne pouvait pas utiliser des cartouches qui venaient de Russie ou d'Allemagne sur son imprimante américaine pour une raison de climat. Évidemment, c'est du 100% bullshit de SAV, puisque, comme le disait quelqu'un très bien dans le live de ce matin, chez HP, les cartouches dans les zones géographiques, l'Afrique et la Russie sont dans la même zone géographique et peut-être pas dans les mêmes conditions climatiques. Bref, après le bad buzz, HP a finalement envoyé des cartouches gratuites, mais ça n'empêche pas HP de très mal se comporter. Et ça a fait remonter aussi beaucoup d'histoires, et donc notamment HP qui, contrairement à Canon, bloque littéralement certaines de vos imprimantes si vous mettez des cartouches non officielles sans DRM. Il n'y a même pas de message d'avertissement, et juste un blocage. Et quelqu'un qui avait découvert ça récemment, lorsqu'il a mis en marche son imprimante HP pour la première fois, celle-ci a automatiquement imprimé la notice papier. C'est-à-dire que HP ne livre plus de notice papier et utilise votre papier et votre encre pour imprimer le mode d'emploi. Bref, c'était le monde merveilleux des imprimantes. J'espère que dans les commentaires, vous pourrez nous donner vos plus beaux moments d'amour et de complicité avec votre imprimante. Ça nous fera extrêmement plaisir. On va maintenant passer au smartphone avec des nouvelles un peu plus réjouissantes et surtout des rumeurs. On va parler de l'iPhone 14, le successeur de celui-ci, bien sûr, et de celui-ci. L'iPhone 14 qui pourrait avoir des nouveautés intéressantes, et même l'iPhone 15. On est en train de confirmer le design de cet iPhone 14 qui, comme vous le voyez, va reprendre le gros du design de l'iPhone 4, c'est-à-dire un iPhone plat, normalement, avec des modules photo qui vont enfin rentrer dans la coque, des boutons de volume qui sont ronds et un design qui sera lui très emprunté des smartphones Android, puisque Face ID va passer sous l'écran, il n'y aura que la caméra qui restera à l'extérieur en poinçon. À voir comment ça rendra. On attend aussi de la vidéo 8K, qui va être une des grosses nouveautés de cet iPhone, puisqu'on imagine que c'est aussi ce qui va être utilisé dans les lunettes de réalité augmentée qui sont prévues peut-être pour cette année. Un capteur qui passe à 48 millions de pixels mais qui retombe en pixel binning à 12 millions de pixels. Et peut-être qu'on aurait pour l'iPhone 15 la lentille périscopique qui a déjà été utilisée dans certains autres téléphones. Apple apparemment attendrait d'avoir une qualité suffisante là-dessus. Autre point qui m'intéresse beaucoup, ce sera peut-être la fin des cartes SIM physiques dans les prochains iPhones. Je vous rappelle qu'on a déjà ce qu'on appelle des eSIM dans des Apple Watch, des iPads et même beaucoup d'appareils, et même certains iPhones qui ont une dual SIM avec une eSIM. Pourquoi continuer à avoir un tiroir et un trombone pour sortir votre carte SIM qui fait en plus une certaine taille et qui est dépendante des opérateurs, lorsque vous pourriez avoir un microchip de 2 mm sur un 2 mm qui fait le même job et qui est reprogrammable à l'envie. Évidemment, Apple fait le forcing là-dessus. Les opérateurs ne sont pas contents parce qu'on sait aussi que le changement de carte SIM est quelque chose qui effraie beaucoup les consommateurs et consommatrices. Mais avec son poids, il pourrait enfin peut-être tuer la carte SIM qui, on va pas se mentir, ne sert pas à grand chose en physique et pourrait être intégré dans tous les appareils aujourd'hui et reprogrammé à l'envie. On verra, en tout cas, ce sera pour l'année prochaine, dans 2 ans ou pour jamais. On termine avec les smartphones avec les nouveaux Vivo V23 et V23 Pro qui ont des fiches techniques intéressantes, avec un rapport qui a été pris intéressant. Ça serait vendu entre 360 et 450 €. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils changent de couleur. Des bisous aux Automagic de chez Hot Wheels et pas des bisous à la BMW dont je vous avais parlé vendredi dernier qui change de couleur, mais elle avec de l'encre électronique. Ici, c'est un bon vieux changement de température qui ferait passer ce téléphone d'un or très bling bling à un vert émeraude très écolo. Miam miam, merci Vivo. On enchaîne avec les voitures et un peu de CES et surtout une vision assez drôle
de ce YouTuber qui a testé le fameux tunnel d'Elon Musk avec sa Boring Company. Je vous rappelle, Elon Musk a réinventé le tunnel en disant mais je comprends pas, il y a trop de circulation sur les routes, pourquoi je ne créerais pas une route sous les routes ? Il a inventé le tunnel. Le problème, c'est que le tunnel d'Elon Musk a peut-être le même problème que d'autres tunnels, c'est-à-dire des embouteillages. Alors, regardez du coup ces images qui ont été faites par plusieurs youtubeurs qui ont testé à Las Vegas un des premiers tunnels exploitables, voilà, qui passe sous Las Vegas, sous le Strip, ok, très bien, qui fait 1,7 miles de long. Sauf que, eh bien, comme il y a eu un problème, des stations d'arrêt et de déchargement de voitures, eh bien, il s'est retrouvé pris dans un petit ralentissement, sachant qu'encore une fois, aujourd'hui, ces tunnels sont réservés à des Tesla et à des early adopters. Donc, on n'est pas à un niveau de trafic qu'il y aura dans quelques années lorsque beaucoup plus de personnes auront des Tesla ou des voitures électriques. Et le voici bloqué dans un tunnel. C'est le moment de laisser transparaître votre plus belle claustrophobie, puisque vous imaginez le jour où vous serez bloqué dans ce genre de tunnel parce qu'une voiture a pris feu devant vous et que tout le monde sera bloqué sans possibilité de marche arrière. Un grand moment d'avenir. Merci la Startup Nation d'avoir réinventé les choses qui existaient déjà sans les améliorer. Par contre, je veux bien là aller voir Elon Musk et lui montrer ceci. Voilà. Puisqu'on a trouvé cette invention géniale qui est votre roue de secours qui peut servir de roue pour faire pivoter votre voiture et faire vos créneaux. Voilà. Là, Elon Musk, tu pourrais, merci, innover en mettant ta roue de secours hop, ici, et nous aider enfin à nous stationner correctement. Alors, je sais que les Américains s'en foutent de ce stationnement parce qu'ils ont de la place, mais nous, en Europe, le créneau, c'est un truc qui est compliqué. Voilà. Je voulais juste vous montrer cette petite image, même si je pense que ce sera compliqué d'accéder à votre coffre avec une roue placée ici. J'avais aussi découvert cette petite voiture très mignonne qui vous permettait, ce petit prototype, d'avoir des roues qui, vous le voyez, pivotent à 90 degrés et d'avoir un mode crame, un mode strafe digne d'un jeu vidéo. Allez, on a terminé avec les technologies, les produits. On passe aux sites, aux plateformes et à de l'argent aussi, et à des NFT. Vous allez voir, ça va être incroyable. On commence avec Meta qui a été élu, selon un sondage Yahoo Finance, comme la pire entreprise de l'année. J'ai envie de dire, c'était un peu garanti. Voilà, c'est un peu comme quand Adele sort un album, on est à peu près sûr qu'elle aura le prix du meilleur album. Ben là, c'est pareil. Meta, la non-surprise générale de tous. Et le tout, après son année catastrophique à base de Facebook Papers, a été élu pire entreprise de l'année. Et même en interne, c'est pas la fiesta. Et les actionnaires de Facebook, d'ailleurs, ne sont pas contents du tout. Et certains demandent eh bien, un audit global, massif et indépendant pour essayer à un moment de faire le ménage chez Meta, la maison mère de Facebook, je vous le rappelle, parce que ça suffit maintenant. C'est bien joli d'avoir des actions, mais quand on perd de l'argent à cause du bad buzz, il va falloir, au nom de l'argent, eh bien, aller dans le good buzz. On verra si ces actionnaires auront gain de cause. On enchaîne avec Google et Meta, enfin avec Meta, mais ce coup-ci avec Google aussi, qui ont tous les deux pris 2 grosses amendes, un du côté de la Russie et l'autre du côté de l'Europe. La Russie qui vient de mettre 87 millions d'euros d'amende pour ces 2 plateformes qui n'auraient, selon les autorités russes, pas retiré des contenus interdits assez vite. Alors, les contenus interdits en Russie, c'est-à-dire les contenus de l'opposition politique, voilà. Mais une amende avec, eh bien vous le voyez, 60 millions, un peu plus de 60 millions d'euros chez Google et à peu près 24 millions d'euros chez Meta. Même chose, grosse amende, la CNIL qui met 210 millions d'euros d'amende à Google et à Meta, ce coup-ci pour des peut-être meilleures raisons, puisqu'ils ne respectent toujours pas assez bien les règlements et les contraintes de la RGPD. Et donc, ils ont 3 mois pour se mettre en règle, sinon d'autres amendes pourraient tomber. Je vous rappelle que 210 millions, c'est pas beaucoup pour ces entreprises, mais quand ça commence à s'accumuler, ça va commencer à faire beaucoup. Venons maintenant sur des sommes un peu moins hautes et parlons plus simplement de nous, les gens qui revendons nos cadeaux de Noël. Oui, je vous regarde dans les yeux, ça vous arrive, ça nous arrive, c'est pas très sexy, mais bon, des fois, on va pas se mentir, on reçoit des cadeaux un peu faits à l'arrache, on les revend. Selon eBay, eh bien, ce serait 6,5 millions de Français qui passeraient par la revente de cadeaux de Noël. eBay qui a enregistré 300 000 annonces juste le samedi 25 décembre et qui annonce que eh bien, juste au jour de l'an, au 3 janvier, on montrait jusqu'à 3 millions d'annonces. C'est à peu près énorme et on sait que la revente de cadeaux grâce aux nouvelles plateformes, eh bien, ça commence à se généraliser. Et en parlant de cela, je vous rappelle aussi que Fnac et Darty se sont associés avec la plateforme de reconditionnement Renewed pour eh bien, commencer à s'attaquer au reconditionnement et à la revente d'objets technologiques. Passons maintenant à la vie privée avec 2 histoires de 2 personnes pas très cool qui se sont fait choper à cause ou grâce
à la technologie. La première, c'est un jeune havrais de 19 ans qui avait posté des messages d'incitation à la haine, voire au meurtre de certains députés sur des forums. L'histoire pourrait être l'histoire classique d'un troll agressif qui fait un appel à la haine, à la violence sur Internet et qui se fait choper. Voilà. L'originalité ici, c'est que ce jeune homme pensait être bien caché. Alors, selon France Bleu, c'est un jeune un peu perdu, mais un peu préparé puisqu'il s'était caché derrière un VPN pour ne pas être reconnu pour ses messages haineux. Problème, ce qu'il avait oublié, c'est qu'un VPN peut cacher votre IP, sauf si la justice contacte la société de VPN pour lui demander qui est à l'origine de ceci. C'est ce qui s'est passé. Et la société de VPN a fourni l'IP de ce troll agressif et il s'est fait choper par les autorités très vite. Autre personne qui s'est fait choper par les autorités, là on va parler carrément d'un mafieux italien, un chef de la pègre italienne qui était caché depuis 20 ans. Oui, tout à fait. Giacomino Gamino, le boss d'une mafia qui s'appelait la Stida, était caché et avait été devenu un petit vendeur de fruits et de légumes quelque part en Espagne. C'est Google Maps qui l'a aidé, qui l'a découvert en tout cas, puisque les autorités ont reconnu cet homme malgré le floutage automatique des visages dans une petite rue d'une petite ville espagnole. 20 ans qu'il était en cavale et il a été chopé grâce à Google Maps. Absolument incroyable. Donc, lorsque vous faites des conneries, en général, si vous utilisez des technologies numériques pour faire des conneries, ça pourrait se retourner contre vous tôt ou tard. En parlant de technologies qui pourraient se retourner contre vous tôt ou tard, parlons en toute sérénité, bien sûr, en bienveillance, des NFT, puisque tout le monde en parle depuis quelques mois maintenant, ça ne s'arrête pas. Et je vous rappelle que beaucoup de constructeurs voient dans les NFT actuels, c'est-à-dire plutôt des objets numériques avec des certificats autour, parce que je vous rappelle que les NFT ont beaucoup d'autres usages, mais bon bref, beaucoup d'usages intéressants, voire beaucoup de business models potentiels, sauf qu'il y a une grogne assez systématique, assez énorme de la part des utilisateurs, et je ne vais pas trop leur en vouloir. Samsung vient d'annoncer notamment que vous allez pouvoir acheter des NFT depuis votre Smart TV Samsung, oui, c'est Camoulox, mais bon, Samsung, c'est souvent le Camoulox du buzz, et donc leur nouvelle télé présentée au CES de 2022 aura une fonctionnalité pour accéder à des galeries d'art NFT pour acheter directement de votre télé. Il est pas beau le futur, incroyable. Konami qui essaie de surfer aussi et de grappiller de l'argent avec le mémorial NFT pour fêter les 35 ans de la saga Castlevania. Ils vont vendre des sortes de petits cubes avec des moments incroyables et cultes de la saga du chasseur de vampires. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi. Mais bon, bref, pourquoi pas pour rester chez Konami. On apprend aussi que Sega et de la même manière Square Enix s'interrogent sur les possibilités autour des NFT et du Play to Earn. Je vous rappelle qu'il sera peut-être un nouveau système, un business model du jeu vidéo après le Play to Win ou le Pay to Play. Le Play to Earn, donc voilà, on va travailler, on va jouer pour gagner de l'argent. Et Square Enix, son président est assez clair, ils vont explorer cette voie malgré le backlash de la communauté. Là où chez Sega, ils sont moins sûrs parce qu'ils ont écouté le backlash de la communauté chez les autres éditeurs de jeux vidéo et du coup, ils pensent, ils les expérimentent, mais ils ne sortiront rien. Pour le moment, je vous rappelle que Stalker 2 voulait vendre des NFT de méta-humains pour avoir votre avatar dans d'autres jeux. Bon, j'ai rien compris. Mais en tout cas, 20 minutes plus tard, ils avaient dû annuler tout cela. Je vous rappelle qu'Ubisoft avait sorti son programme Quartz qui avait aussi fait une levée de bouclier pour vendre des NFT d'objets dans Ghost Recon Breakpoint et que Yves Guillemot, malgré le bad buzz, continue d'y croire très fort. Et que Electronic Arts, grande surprise, se posait la question, en tout cas, de peut-être les possibilités pour Electronic Arts et peut-être FIFA, de vendre des NFT de joueurs de jeux vidéo, sans déconner Electronic Arts. Je terminerai enfin sur cet article très intéressant de chez Moxie avec une expérimentation autour des NFT actuels. Alors encore une fois, quand je vous parle de NFT, je vous parle d'un usage spécifique des NFT et de l'état actuel. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les NFT sont des certificats qui ne lient pas un objet ou un JPEG à un certificat. Le certificat vous lie à un lien URL d'une galerie. Donc voilà, lorsque vous achetez un NFT d'une œuvre d'art, vous achetez le lien de la galerie vers l'œuvre d'art. Bof, parce que vous imaginez bien que le jour où une galerie change de nom ou tombe, votre NFT n'aura plus de valeur. Bref. Ici, chez Moxie, on a testé un nouveau truc intéressant. Ils se sont rendus compte aussi que les galeries d'art, chacune renvoyait vers le serveur de l'image vers lequel vous voulez bien vous lui renvoyer. Voilà. Et ils ont fait une expérience et ils ont créé un NFT. Ce NFT, lorsque vous irez le voir sur OpenSea, la galerie de NFT d'OpenSea, vous serez envoyé vers un serveur d'image qui vous renverra cette image. Lorsque vous irez sur Arribal, une autre grosse galerie de revente des NFT, vous aurez cette image. Et lorsque vous aurez acheté ce NFT et que vous le verrez depuis votre wallet électronique, il aura cette forme. Donc c'est du très très bon troll et du très bon esprit hacking pour rappeler aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'hystérie autour des NFT d'art et aussi, on va pas se mentir, le manque de maturité du marché autour de ça, la vacuité, voire peut-être l'esprit un peu scam qui est autour. Donc je vous rappelle, les NFT c'est intéressant, mais ce qu'on en fait actuellement et ce pourquoi on en parle,
c'est pas très enthousiasmant. C'est sur ces beaux mots que se termine cette quotidienne condensée. On se donne rendez-vous demain matin pour le live. Je vous rappelle qu'on l'a décalé, on passe de 11h à 11h30. Par contre, la condensée, elle sera toujours à l'heure, en fin de journée. À demain et merci à tous. Ciao. Ah